voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Moi, quand il manque un Alexandre, je remplace ça par un autre Alexandre. On se complique pas la vie. Attends, c'est un 2 pour 1. Fait qu'Alexandre Dubé est quelque part, là, il festoie. C'est-tu vrai? C'est ça qu'il fait pendant que nous, on sue sang et eau ici en ouais. Non, il a décidé d'aller festoyer avec Madame Dubé. Et Pancho. Je suis pas sûr que Pancho soit inclus. C'est-tu vrai? Ta gueule, toi. Hey, t'as envoyé à SPCA. Alexandre Moranville prend la relève. Alex, bonjour. Hey, salut. Bon, 6-3, pour ceux et celles qui s'intéressent. T'es bon, t'es correct, va sur Tinder. Oui. Non, c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai trouvé la femme de ma vie, Benoît. C'est fait. Je suis hors marché. As-tu trouvé l'homme de sa vie? Oui, c'est moi. Ah, tant mieux. 6 pieds 3. Ça tombe bien. Quand les deux se trouvent, c'est un bon hasard. Oui, c'est ce qu'il faut. Hein, mais attention, c'est plein lui-même. 6-3. Non, mais c'est vrai. Quoi faire de ton 6-3? Ben oui, je sais quoi faire de mon 6-3, mais je connais des gens dans mon entourage qui mentent sur leur taille. J'ai un ami qui dit toujours 6-4, puis c'est faux. C'est juste parce qu'il porte toujours des bottes qui lui donnent un petit pouce de plus. Ah, parce que 6-3, lui, c'est pas assez. C'est pas assez pour lui. En même temps, s'il a toujours ses bottes, il mesure toujours 6-4. C'est ce qu'il dit. Ouais. C'est ce qu'il dit, mais moi, je trouve que c'est de la fraude. Mais encore, faut-il que ce soit proportionnel. Oui. Coupe d'Afrique de soccer. Hey, c'est un revirement de situation là, qui est arrivé hier dans la Coupe africaine de soccer. Okay? Puis là, il y a des gens qui ont suivi ça puis qui aiment pas mal plus ce sport-là que moi qui vont me dire « OK, mais c'était il y a 2 mois, Alex. » Oui. Hier soir, on a renversé la décision du match. Et c'est dans ce match... 2 mois plus tard? 2 mois plus tard, OK? Parce qu'au départ, sans urgence, hein? C'est le Sénégal qui avait gagné ce match-là 1-0 en prolongation contre le Maroc, OK? Mais il y avait eu de la controverse, puis on peut le mettre là en trame de fond pour voir un tout petit peu. Tout ça se jouait sur un penalty, OK? Donc, un tir qui se faisait là, directement à côté de la zone de but. Règle générale, là, presque dans 100% des cas, ça va devenir un but. Et c'était sur un jeu controversé. Et là, au moment où on offre ce penalty-là au Maroc, les joueurs du Sénégal sont en beau joie le vert. Ils décident un tir de punition. Un tir de punition, mais un penalty, comme disent nos cousins français. Bon. Qui apprennent à parler français. Un tir de punition, OK? Et là, l'équipe sénégalaise est tellement en maudit qu'ils quittent le terrain. Puis il y a des joueurs qui sacent leur camp. Puis regarde, on les voit, là, ils partent vers le vestiaire alors que la partie doit continuer à se jouer là, pour protester contre une décision de l'arbitre. Imagine, c'est comme si les joueurs du Canadien disaient non, nous, on n'est pas d'accord avec cette punition-là, on rentre au vestiaire. Et là, il y a comme un flottement, il y a des partisans qui essaient d'envahir le terrain. C'est la cohue la plus complète. Ouais. Finalement, reviennent, rate le penalty, il se fait bloquer, le tir de punition, mes excuses, se fait bloquer et finalement, contre toute attente, le Sénégal l'emporte en prolongation. Mais le Maroc décide de faire appel de la décision. Puis là, ça fait 2 mois qu'on se penche là-dessus du côté de la Confédération africaine de football. Pour se rendre compte, ils disent « Ouais, quitter le terrain en plein milieu pour protester contre quelque chose, ben tu peux pas faire ça. » Et donc, ils ont renversé la décision et officiellement, de cette manière-là, ça donne une victoire technique de 3-0. Je ne sais pas pourquoi on donne 3 points d'un coup, mais 3-0 finalement pour le Maroc qui, hier soir, ont appris qu'ils avaient gagné, qu'ils sont champions d'Afrique finalement 2 mois après. Ouais, mais le moment est passé, mettons. Mais ça doit être bizarre sur l'émotion que tu ressens à ce moment-là comme vainqueur. Imagine, là, puis de l'autre côté, t'as les Sénégalais, eux, ils ont festoyé le soir, même levé à la coupe, toute le kit, puis finalement, ils ont perdu. Qui appelle ces décisions-là, de dire on quitte le match parce que je suis pas content, je vais aller faire la baboune dans le vestiaire. La Fédération royale marocaine de football. Ah, ben là, on va c'est pas eux remettre qui ont ça en porté question. son appel. Okay, royal, mesdames et messieurs. Oui. Histoire complètement folle racontée par The Times of Israel. Oui, ça, c'est une histoire un peu plus sérieuse, mais qui représente tellement, là, je trouve, l'air du temps, puis je voulais absolument vous en parler. Okay? C'est le journaliste Emmanuel Fabian. Il travaille pour le Times of Israel, donc en Israël, et lui rapporte, le 10 mars dernier, un missile balistique iranien qui vient frapper le territoire israélien. Heureusement, le missile tombe en plein milieu comme d'un boisé à 500 mètres des habitations, blesse personne, mais fait quelques dégâts quand même, puis il y a eu une belle grosse explosion. Donc lui, selon tout ce qu'il voit sur le terrain, les gens qui y parlent, il dit c'est un missile qui est tombé là, puis ça a explosé. Il reçoit, le lendemain, un message. Il y a quelqu'un qui dit « Hey, t'es-tu sûr que c'était bien un missile ou puis pas un intercepteur qui a frappé le missile puis qui est tombé là? Je pense que ton histoire est pas correcte. » Non, il dit « Ben non, j'ai dit la vérité. » Un autre message rentre, c'est la même affaire. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis il y a plein de gens qui commencent à y écrire comme ça de manière frénétique en disant non, je pense que tu t'es trompé, c'est pas un missile qui est tombé là, c'est un drone. Hey, non, c'est pas un missile là, change ton histoire, on aimerait bien que tu changes ton histoire. Hey, change ton histoire. Et là, ça commence à devenir de plus en plus menaçant. Il y a des gens qui écrivent voici l'adresse de ta sœur, voici l'adresse de ta mère, on sait où il habite, change ta version tout de suite.
Et là, il comprend enfin qu'est-ce qui se passe. Vous connaissez le site Polymarket, je crois, de par les temps qui courent. C'est un site de prédiction et de paris en ligne. C'est le site sur lequel il n'y a à peu près aucune réglementation. Tu peux parier sur tout et n'importe quoi. Il y a un pari en ce moment sur le retour de Jésus-Christ en 2026. Okay. Si le Christ rédempteur va revenir sur Terre. Tu peux parier de l'argent là-dessus. Si ça arrive pas, ben, tu vas gagner ou perdre de l'argent. Sur des questions de guerre aussi, on sur des questions de guerre. Et c'est exactement ça. Il s'est rendu compte que le 10 mars, précisément, il y avait une question qui était posée. Est-ce qu'un missile balistique, précisément un missile balistique, va frapper Israël aujourd'hui? Oui, non. Il y avait 14 millions de dollars qui ont été pariés en tout et partout sur cette question-là. Et le fait qu'ils disent que c'est un missile puis pas, mettons, un drone, ça changeait tout pour ces gens-là. Et là, il y a des gens qui ont offert de l'argent. Ils ont dit, on te donne des centaines de milliers de dollars si tu renverses ta version pour changer la vérité dans son article. Et il il l'a pas changé, il a fait un gros dossier, finalement, un gros article dans lequel il explique, il dénonce ça. Et évidemment, il a très peur, la police s'en mêle puis tout, parce qu'il y a énormément de menaces qui ont été adressées. Mais ça reste que, et puis c'est la question avec laquelle il termine son histoire, qu'est-ce qui arrive s'il y a d'autres journalistes qui, eux, sont un peu moins intègres puis ils décident d'accepter une partie de ce pot de vin-là juste pour changer un petit détail. Puis c'est un mini détail. Ça aurait pu être un intercepteur, ça frappait personne, on s'en contrefout. Mais au final, juste un mot de différence faisait gagner ou perdre 14 millions de dollars à du monde. Et ça, ça démontre à quel point c'est rendu fou. On peut parier sur n'importe quoi. T'sais. Toi, t'as perdu combien? Moi, je mets pas d'argent sur Polymarket, mon Dieu. La nouvelle tendance virale chez les coureurs, c'est quoi? Écoute, j'ai trouvé ça tellement drôle. C'est un couple d'Américains dans l'Oregon. On peut peut-être les voir en fond pendant que je vous l'explique, pour ceux qui nous suivent en visuel, qui courent. Eux autres, là, quand t'es accro à course, pas à peu près. Là, eux autres, ils courent, ils font du trail. Mais ils se sont demandé, hey, on peut-tu faire du beurre en courant? Ils ont rempli des sacs Ziploc de crème, parce que c'est à peu près ça, hein? Tu veux faire du beurre, tu mets du lait, de la crème, puis le but, c'est de le barater, de le brasser d'un bord à l'autre. Et là, ils ont comme trouvé la recette parfaite. Faut que tu fasses entre 13 et 18 degrés dehors quand tu t'en vas courir, que ce soit en montagne ou ailleurs. Idéalement en montagne, parce que ça brasse pas mal plus. Et si tu fais à peu près 10 km de course à une allure soutenue, ça se transforme pour de vrai en beurre. Ben voyons donc. Eux se sont mis à faire leur propre beurre et c'est viral sur TikTok. La vidéo, je vous montre, à au-dessus de 2 millions de visionnements. Et il y a plein de gens un peu partout dans le monde qui vont répliquer cette technique-là, vont faire leur propre beurre maison en amenant juste de la crème puis du lait dans un petit Ziploc. Puis tu fais ton beurre en allant courir. Comme quoi faire d'une pierre deux coups. En faisant de l'exercice. C'est tellement rendu cher, le beurre. Ben oui, puis après ça, tu reprends tes calories en mangeant ton beurre. Ben oui, c'est ça. Tout est dans tout. Non, mais c'est une course à 8,5 piastres, là. La livre de beurre. Ça va à peine. C'est rendu cher, à peu près. Visiteur indésirable dans un centre commercial. Je ne peux pas vous laisser sans une petite nouvelle d'animal. Bien évidemment, une petite nouvelle animalière. On peut montrer le coupable qui s'est ramassé. Et en plein milieu de Berlin, c'est un sanglier. Appelle Obélix? Ouais, appelle Obélix. Puis c'est un Obélix que ça te prend, parce qu'un sanglier, c'est une créature assez agressive, mauvaise, avec souvent de très longues défenses dans la bouche. C'est dur à tuer, puis ça peut causer là, des dégâts assez impressionnants. Puis là, c'est un centre commercial. Je veux dire, on est en plein milieu de la capitale allemande, puis pareil, il y a un sanglier qui a réussi à rentrer, on sait pas comment. Il aurait comme fracassé une porte vitrée quelque part, puis serait entré dans le centre commercial. Et là, ça a pris la journée pour essayer de sortir l'animal. Parce que là, il était dans un endroit où il pouvait assez se cacher que des fléchettes tranquillisantes, ça allait pas marcher. Les pompiers puis les policiers qui étaient sur place voulaient pas s'approcher de la bébite. Fait qu'ils ont fini, avec les employés du centre commercial, par créer un espèce de labyrinthe de palettes de bois. Tu sais, les grosses palettes que tu utilises pour l'épicerie. Ils ont mis plein de palettes pour faire un espèce de sentier, puis ils l'ont apporté jusque dehors. Puis finalement, le sanglier a fini par sortir par le chemin qu'ils ont fait de manière toute naturelle. Très écologique, ça. C'est très écologique, mais c'est pas la première fois que ça arrive en Europe, malheureusement, là, pour toutes sortes de régions qui sont près des zones boisées. Mais avec la déforestation, il y a de plus en plus de sangliers, une espèce qui survit à peu près toutes, mais finissent par rentrer dans les grandes régions comme celle-là, puis ça peut être dangereux. Mais ça peut être pratique. Mais là, au Québec, on a peur des dindes sauvages. J'imagine un sanglier. Non, c'est sûr qu'on ferait pas mal plus le saut là, pour un sanglier qu'une dinde, à moins qu'elle aille chier sur ton couch. Ah, merci, Alexandre. À demain.